Parlons un petit peu de ce qu'il avait avant que l'accès à Internet c'était si facile dans la maison avec les ordinateurs personnels, parce que bon, l'Internet existait il y a déjà quelques temps, mais l'accès privé c'était pas si facile, c'était pas si courant, c'était pas si facile, mais il existait l'alternative d'utiliser les BBS ou Electronic Bulletin Board Systems, qui permettait d'échanger des informations. C'était un petit peu différent, chaque BBS avait des fonctions différentes, mais il avait des choses en commun, comme un panneau de messages, un petit peu comme c'est en Facebook maintenant, qu'on écrivait des choses, les sujets s'appilaient un petit peu, on pouvait tout lire ou pas, et il avait aussi des... ça c'était ce qu'on appelait le message board. Il avait aussi une espèce d'email, un petit peu simple, mais c'était la messagerie. Et il avait aussi des jeux d'aventure, des choses multijoueurs, mais avec certaines limitations, parce que la plupart des BBS permettaient d'être utilisés par un seul utilisateur. Ça veut dire que les connexions c'était toujours différentes. Les jeux c'était pas en temps réel, c'était différent, mais c'était sympa. Pour les années 80, c'était une chose bien sympa et qui avait beaucoup de popularité aux États-Unis surtout. Je pense qu'en France, le Minitel a pris ce rôle-là. En Allemagne, il avait les mailbox, que c'était un petit peu pareil, mais avec les limitations de télécom, on ne pouvait pas avoir un modem. Et on était toujours obligé de louer un de télécom, ça coûtait extrêmement cher, c'était avec les coupleurs acoustiques très longs, 300 baud ou quelque chose comme ça. Donc, c'était pas si populaire comme aux États-Unis, mais il avait encore des choses. Donc, limité. Users, speed, voilà. Et les modems étaient aussi chers, ça coûtait cher. Les modems, c'est une chose que c'était pas bien diffusé parce que ça coûtait beaucoup d'argent. Mais bon. Il y avait beaucoup de gens qui échangeaient les logiciels. Même si le modèle n'était pas très cher, mais communication téléphonique. Aussi, bien sûr. Bon, il faut dire qu'un smart modem Hayes coûtait le même qu'un Commodore 64. Ça c'est déjà de l'argent. Mais aussi la connexion téléphonique c'était très cher, c'est correct. Donc, parlons un petit peu de cette modem que j'ai mentionné avant. Il avait des modems que c'était des cartes d'expansion, mais il n'avait pas un standard. C'était toujours, chaque modem avait des choses faites un petit peu individuelles, mais cette entreprise a créé le Smart Modem, que c'était le premier modem qui est devenu un standard. Avec cette commande AT, qui permettait de configurer le modem depuis le port série, sans avoir que changer des switches ou des choses. On pouvait changer la vitesse de communication, ou si le protocole utilisait 8 bits, 7 bits, des choses comme ça. Il était... Pardon ? Plus que complet aussi, le piloté. Beaucoup, oui. C'était bien complet, cette set de commandes. Et il faut remarquer que déjà, en ce temps-là, il avait un processeur Zilog 78 à 8 MHz. Donc, le modem était déjà plus puissant que l'Apple II à l'époque. Mais ça permettait d'utiliser un Apple II fourni avec une carte série
de se connecter à cette BBS et d'avoir la messagerie, aussi de transférer des données, des fichiers, des choses comme ça, de jouer et choses comme ça. Donc, tout ça a disparu avec la téléphonie digitale. Plus ou moins. Parce que le modem utilisait la modulation analogique, qui utilisait un spectrum de fréquences qui n'était pas optimisé, qu'on a rationalisé avec la digitalisation. Donc, un modem avec une prise téléphonique actuelle ne sert à rien, presque. Et avec ça, la plupart des bébés sont disparus pour quelques temps. C'est pas la peine d'entrer ici en détail parce que c'est pas le bout de ma présentation, mais bon, il y a beaucoup qui sont disparus et maintenant on commence à les redécouvrir. Les modems, c'est bien ce qui est utilisé dans les télécopieurs. Non. Ah oui, attends. C'est un fax. Non, c'est pas le même chose. Ah, le fax utilise aussi une espèce de modem et des fois ça fonctionne, des fois, mais ce que je voulais mettre en avant, c'est que comme on n'a jamais trouvé de solution correcte pour faire du fax sur IP. les systèmes digitaux, etc., oui. le modem finalement reste un composant encore assez important pour tous ceux qui veulent envoyer et recevoir des télécoms. Bon, avec le fax, je ne suis pas sûr. Mais disons que l'explication de que tous les modems ont disparu, qu'on n'a non plus utilisation aujourd'hui, c'est parce que la téléphonie devient plus digitalisée, c'est numérique et les méthodes de modulation ne fonctionnent pas vraiment avec cette ligne. Si les fax fonctionnent encore, peut-être que c'est à cause de la vitesse qu'on utilisait, mais ce n'est pas important. Donc, les lignes analogiques sont disparues, les bébés sont disparus avec elles, mais il avait aussi la web. Mais la nostalgie est venue, nous aimons notre ordinateur ancien et on s'est souvient aussi de comment ça fonctionnait avec la communication, avec le bébé, le mot texte, tout ça, sans l'Internet ou avant l'Internet. Donc il y a quelques technologies qui permettent que les bébés reviennent. Le Telnet, c'est un protocole Internet qui permet d'accéder avec une méthode client-serveur à quelques serveurs, quelques machines remotes et beaucoup de BBS sont maintenant branchés directement avec un serveur Telnet, donc avec un client Telnet, on peut aussi avoir accès à cette BBS. Et plusieurs de BBS qui étaient arrêtés dans les années 80 ont été restaurés, on a trouvé les disquettes avec les vieux messages et tout ça, et on l'a mis en ligne avec des simulateurs, avec des ponts, disons, bridges Telnet, qui permet les accéder avec n'importe quel ordinateur depuis le terminal et le protocole Telnet. Voilà. Une guide bien intéressante de tous ces bébés qui existent maintenant
peut être trouvé dans le site telnetbbsguide.com. Et je vous invite à les visiter parce qu'il y a des milliers. C'est incroyable, il y a beaucoup, et chaque jour il y a plus parce que les gens redécouvrent les émulateurs, redécouvrent les Raspberry Pi qui permet d'émuler et de laisser brancher tout le temps avec une connexion Internet une BBS. Donc il y a des BBS nouvelles, des BBS anciennes, des BBS qui ont été restaurées et des choses comme ça. Et notamment pour le Apple II, il y a un programme qui s'appelle GBBS Pro qui permettait de faire des BBS avec pas beaucoup de configuration, pas beaucoup d'efforts. Et on peut, dans ce site Telnet BBS Guide, on peut filtrer après GBBS Pro et comme ça on peut même trouver les BBS qui sont faits avec un Apple II, des Apple II réels et pas forcément des simulateurs. Voilà, donc ça c'est bien intéressant, on peut le faire même depuis le browser d'internet parce qu'il y a même client Telnet basé en JavaScript qui permet de faire la connexion avec émulation ainsi et tout ça. Et comme ça on peut déjà tester comment est-ce que ça marche. Mais je pense que les BBS, spécialement dans le monde rétro, et j'espère aussi l'Apple II, va avoir plus de popularité parce qu'il y a quelques développements très intéressants. C'était Paul Ricard qui a sorti son Wi-Fi 2.3.2. C'était un espèce d'émulateur de modem. Qui s'est basé dans cet processeur, le ESP8266. C'est un processeur qui, je pense, va être aussi la révolution de l'Internet des choses, parce que c'était une chose bien compacte qui implémente toutes les stacks de communication Wi-Fi et qui le transfère dans un port série. Donc, machine à laver, une machine à café, n'importe quoi, peut être branché avec le Wi-Fi, même s'il y a des couches WPS pour la sécuriser. Et toute la sécurité, tous les protocoles sont gérés par cet processeur ESP8266. C'est un... oui. C'est un processeur ARM avec 80 MHz. Bon, c'est encore le cas que le modem est plus puissant que les machines qu'on branche avec, mais c'est nécessaire pour gérer toutes les couches de protocole Internet. Et c'est sympa parce qu'il prend tout le travail et transfère l'information simplement avec le port série. Paul Ricard, c'est pour moi le pionnier parce qu'il a fait un modem bien sympa, je l'ai ici, qui a été conçu pour brancher les ordinateurs rétro avec l'Internet en utilisation de Wi-Fi, mais que ce n'était pas fait exprès pour un modèle d'ordinateur rétro, c'est un petit peu générique. Mais il l'a testé avec beaucoup d'ordinateurs et ça marche très bien. Il a fait beaucoup de développement pour le faire très flexible, pour l'utiliser aussi comme pour faire connexion directe avec quelques matériels et quelque chose. Mais pour moi, l'application la plus intéressante, c'est le mode Telnet parce qu'on utilise les programmes de télécommunication qu'il avait avant et on peut brancher ça comme si c'était un modem et on peut appeler un Telnet en utilisant le Wi-Fi et tout ça. Donc, Paul Ricard n'a fait pas tout à fait tout ça tout seul. Il y a un développeur qui s'appelle Jussi Sali. Je pense que c'est un Finlandais qui a fait le Telnet modem original.
Et son projet est en GitHub. Et la source, c'est libre. Je ne suis pas sûr si Paul Ricard a publié ses modifications ou s'il l'a fait tout seul à partir de zéro. Parce qu'une chose, une particularité qui a cet ESP8266, c'est que ça vient de Chine. Quand ça s'est sorti, il avait plusieurs de firmware, plusieurs de documentation, la plupart c'était en chinois. C'était difficile, c'était très dur à développer quelques solutions avec ça. Mais avec quelques temps, on a trouvé la solution d'utiliser le Arduino, tous les systèmes de développement Arduino, pour développer aussi des applications avec ce processeur. Et c'était ça que Jussi Salin a utilisé pour faire son telnet modem. Donc, quand Paul Ricard a annoncé son Wi-Fi 3.2, je pensais, oh, ça c'est une super application, spécialement parce que la Ethernet 2 est introuvable. Ah oui, ça. Donc il faisait trouver une alternative. Mais maintenant, le Wi-Fi 2.2 est aussi introuvable. Parce que, bon, on peut l'utiliser avec beaucoup des ordinateurs rétro et la demande est grande. Quand je l'ai commandé, bon, parlons un petit peu de choses commerciales. Le Wi-Fi 2.2 coûte 33 $, comme un kit. Le kit, tous les composants et la plaque de base. Sinon, 49 $, tout complet. Mais ça vient sans câble ou des adaptateurs pour le brancher avec quelques modèles Apple II. On est forcé à faire soi-même un parce qu'il n'y a aucun modèle de carte série Apple II qui ont l'open DOM de ce connecteur ici. Et la... Pardon, c'est quoi? C'est pas un 25, mais c'est femelle. Oh, bon, c'est un mal quoi. Oui, il faut au moins avoir le gender changer. Ouais. Et la lime manque aussi, mais la lime c'est simple, c'est une alimentation de 5 volts avec un micro USB. Non, mais attention, c'est pas un micro USB, c'est un mini USB. Ça veut dire que même si vous avez quelque pour votre portable, ça ne va pas servir, il faut avoir le câble correspondant. Je suis sûr que tu as imaginé en faire une carte Apple II. Attends. Ça vient. Donc, ça sont des petits désavantages. Ça fait très jeu d'aventure quand même. Oui, avec la poste américaine, ça coûte 15 $. Donc, j'ai acheté le kit parce que, bon, je sais souder. Plus que 15 $ l'envoi. Mais il semble qu'il y a un Ludwigsburg au Brésil. Donc j'ai attendu 1 mois et demi que mon paquet arrive des États-Unis à Brésil, de Brésil retourner aux États-Unis et des États-Unis encore en Allemagne. Donc j'attendais et je disais, bon, je pense que j'ai tous les composants qu'il faut dans mon couloir. Je peux essayer de le faire aussi, même si je n'aurai pas les extensions que Paul Ricard a fait avec les firmware de Jussi Salin, j'arriverai et je suis arrivé. C'est ça. Donc, comme ça, tout le monde peut voir ce que Paul Ricard vend. Je regardais hier, on ne peut pas même faire se prénoter ou quelque chose comme ça, il faut attendre. Donc pour
un petit peu plus de 50 $, on peut l'avoir, mais il faut ajouter l'adaptateur. Et l'adaptateur série, soit un gender changer ou soit le DINS 5 sub D25. Et l'alimentation. Donc ça fait d'argent. Et on n'a pas un interrupteur, on n'a pas la possibilité, on n'a pas une caisse, une chose en plastique. Donc c'était pour ça que j'ai fait un moi-même. Et parce que je pensais, bon, ça est facile parce que la plupart des composants qui sont nécessaires sont déjà disponibles comme une plaque, comme une carte achetée. C'est une chose de les brancher, les couler, et voilà. J'ai fait deux en plus. Donc si quelqu'un a l'intérêt, je peux le vendre pour 60 €. Mais j'ai aussi les câbles adaptateurs Apple IIc et l'alimentation est aussi fournie. Donc si quelqu'un a l'intérêt d'avoir un modem comme ça, je veux faire maintenant la présentation, une petite démonstration de comment ça marche avec cette modem. Donc merci Witness Point. Je ne suis pas si doué comme Martin Hay, mais bon, j'ai essayé. J'ai fait, bien sûr, une petite modification à le firmware original de Justice Allen parce que je me demandais toujours le mode terminal de la carte Super Serial Card, ça sert à quoi? Chaque fois qu'on demande, ah oui, comment est-ce que je fais pour brancher un modem avec mon Apple II, tout le monde dit, ah oui, utilise ProTerm. ProTerm, je ne sais pourquoi, mais les versions sont cachées dans l'Internet. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a encore intérêt de le vendre, je ne suis pas sûr. Donc, c'est dur à trouver. Au moins, on ne trouve pas toutes les versions. La version la plus récente a besoin d'un disque 3,5 pouces. Donc il faut avoir aussi le lecteur, tout ça. Pour l'Apple IIg c'est facile, mais pour l'Apple IIc ou Apple II Euro Plus, c'est pas si facile. Mais je pensais qu'avec le terminal mode de la Super Serial Card, ça doit être aussi possible de se connecter avec le modem. Et la seule difficulté qu'on a, c'est que le terminal mode utilise le codage ASCII 7 bits. Et ça, c'est pas si grave. Le problème, c'est que le bit 8, c'est toujours 1. Et la plupart des modems, cette version est inclue, n'interprète pas les caractères correctement si le bit 8 c'est toujours 1. Donc j'ai fait une petite modification pour le masquer et comme ça on peut utiliser le mode terminal avec cette modem. Ça veut dire qu'on peut avoir accès au BBS sans utiliser quelques software. Donc je vais démontrer ça. On commence la communication avec le port série avec un IN numéro 2. Après, avec contrôle A14B, je mets la vitesse à 9600 volts et contrôle AT commence le mode terminal. Et voilà, je suis branché avec ça. Je fais AT, OK. J'ai déjà branché le Wi-Fi, j'ai déjà configuré le mot de passe et tout ça, c'est facile. C'est aussi un commande AT, on met le nom de réseau et le password et c'est fini. La connexion est là, avec AT/IP on peut le tester, ça marche. Donc pour faire... Oh, attention, le câble, c'est débranché. Est-ce que je suis encore là? Oui. Avec ATDT, c'est dial tone, on va appeler un BBS. Les shopping. Pardon?
ping. Ah, ping, non. Ici. Et non, Si. Attends un peu. c'est le protocole Telnet. Oui. Donc on se connecte avec la vitesse des années 80 dans un BBS. Ce BBS c'est bien sympa parce que c'est un gars qui a fait tout comme dans les années 80. À 80 Apple II BBS, il utilise un Apple IIe avec un duodisque. Ça veut dire qu'on peut même voir les pauses qu'il faut quand il lit quelque chose ou il enregistre quelques informations. Donc, on peut essayer de faire un nouveau utilisateur. Son nom c'est... Là, il faut avoir de la patience parce que c'est un petit peu long. Dis donc. Ouais, ça arrive. Les joies de la télécommunication ancienne. Donc, oh, bon, je m'appelle... essayons encore. Steve Jobs. Allez. On arrive. Ouais. Correct, yes. P for password, G for guest access. Voilà. Donc là, encore l'explication, il faut même faire CTRL S pour faire la Pagination. Oui, la pagination, c'est ça. Et voilà, il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Il y a des vieux bulletins, des vieux messages ou des nouveaux messages. Donc ça fonctionne, c'est pratique, c'est bien facile d'avoir la connexion et on n'a pas besoin d'utiliser quelques logiciels. Mais j'ai aussi trouvé un logiciel super qui permet de faire l'émulation ainsi. Et ça veut dire qu'on utilise quelques codes spéciaux pour avoir effet aux pages un petit peu plus graphiques, même si on utilise des caractères, qui s'appelle Agathe. Et que je voulais vous démontrer. Parce qu'avec ça, avec Agathe, c'est plus facile aussi de faire la connexion. Il y a aussi des sites qui ne sont pas Apple II, qui utilisent des choses non standards et que le mode terminal intégré dans l'Apple CA4 ne fonctionne plus. Mais avec Agathe, ça marche. Donc c'est Tony Marquez qui était responsable de ça. Et il y a un site, un BBS, que je pense que si quelqu'un visite d'habitude CSA, le Usenet de Comp Apple 6, va reconnaître tout de suite. C'est Particles BBS. Le gars, il fait... Oh. Non, The board is busy. Oh, dis donc, j'avais essayé avant et ça fonctionnait. Bon, c'est pas grave, je ne voulais pas non plus. Trop de monde dessus. Sinon, il y a une autre aussi sympa. On va voir s'il y a chose aussi. Donc, une caractéristique intéressante d'Agathe. No caviar. Si lequel. Ça, c'est dommage. Signification d'une croissance et du report. Le numéro, oui.
Oui, dans cette telnet guide que j'avais mentionné avant, c'est tout écrit, l'adresse et aussi le... Oui. Là, t'as pas de porteuse, hein. Il n'y a pas de porteuse. Donc, il va falloir se connecter. On essaye une deuxième fois, on va voir. Non. Ah, c'est dommage. Bon, on reste avec 90. Non, parce qu'il ne savait même pas. Bon, une chose intéressante de Agathe, c'est qu'on peut changer entre le mode 80 colonnes et le mode graphique. Et avec le mode graphique, on a accès à une quantité plus grande de caractères. Donc, ces écrans ASCII sont montrés de manière correcte. Voilà, c'est dommage parce que je voulais vous montrer, j'ai fait quelques messages dans Particle PBS. Je ne sais pas si vous voulez que j'essaye encore avec A80S pour laisser quelques mots. Donc, je vais essayer. Oui. S2. Apple. Appelle-moi. Non. Oui, ça marche. J'espère. Ouais, tu sais, l'accès internet, là, écrit, t'es pas très bon non plus. Oui, mais j'avais l'espoir que la communication ici n'a pas besoin de haut débit et qu'avec ça pourrait marcher, mais bon, peut-être que non. Ah, voilà. Ça marche plus vite. Ça booste là. Oui. Donc Paul Ricard fait sa introduction dans le bulletin, le message numéro 23 et 36. Peut-être qu'on peut voir le 23 par exemple. Bah, voilà. Comme ça. Avec B. Il faut voir les messages. Voilà. Et là, c'est l'introduction personnelle de Paul Ricard. Ah, voilà. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour faire son propre BBS, mais pour avoir accès, ça marche. Donc, c'est super, parce qu'avec ça, on n'a pas besoin d'un deuxième ordinateur. C'est pas le même que quand on utilise le Raspberry Pi, parce qu'avec le Raspberry Pi, on a vraiment l'impression que l'Apple II, c'est plus un accessoire de la Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, il faut attendre que ça démarre, et pour l'attendre, il faut aussi donner les commandes correspondantes, tout ça. Avec ça, on a la même expérience qu'on avait les années 80 avec un modem tout classique. Et c'est pas grave si on interrompt la connexion, parce qu'ici, il n'y a pas de date permanente. L'information, c'est sauvegardée, c'est seulement l'accès Wi-Fi. Donc, il ne faut pas réécrire chaque fois le nom du Wi-Fi, le nom de réseau ou le password. Mais le reste, ce n'est pas enregistré. Ça veut dire qu'on peut le traiter comme un modem vrai. Donc, je vous recommande, si vous avez l'intérêt, d'attendre à que Paul Ricard fait une deuxième ou une troisième, peut-être, tirage de son appareil ici, ou si vous voulez la version européenne avec la caisse, vous pouvez l'acheter directement maintenant. J'ai seulement deux, mais si l'intérêt est là, je peux dire que je peux faire
quelques autres aussi avec d'autres variations des adaptateurs, pas seulement la version de 2C. Donc il faut me le dire, je peux prénoter. Antoine. Tu as dit avoir modifié le firmware. Oui. Tu l'as envoyé au monsieur qui fait la carte? Bien. Ah non, attends. Je l'ai mis dans mon GitHub et avec ça, c'est déjà connecté, branché avec la version originale de Jussi Salin, le finlandais qui a fait la version originale. Donc, Paul Rickards a fait sa version. Je ne suis pas sûr s'il utilise encore le code de Jussi ou pas, mais il n'y a pas son code dans GitHub. Donc, je prends là non, oui, c'est pour dire que quand on utilise l'open source pour faire quelque chose et on fait des modifications, ça reste open source. Ça veut dire que tu es obligé à publier tes changes si tu vas faire quelque chose avec ça. Moi, je le fais. Ma petite modification avec le 8e bit, c'est disponible en ligne. Les modifications de Paul Ricard, non. Donc, j'espère qu'il utilise un autre code maintenant. Mais bon, il a fait des modifications qui permettent par exemple de faire des actualisations de firmware directement avec l'internet, avec le Wi-Fi, sans le brancher encore par USB ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas grand chose à modifier, je pense. Si on va seulement l'utiliser comme un modem Telnet, la fonctionnalité est complète, ça fonctionne super. Donc voilà. Merci. Deux choses. La première, je suis intéressé. Mais soit cette année, soit l'année prochaine, je ne suis pas pressé. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il existe un logiciel qui permet, mais tu as peut-être répondu d'ailleurs, qui me permet d'utiliser mon Apple plutôt comme serveur. Je vais pouvoir en fin de compte accéder à mon Apple depuis. GBBS Pro te permet de faire des BBS si c'est ça que tu veux faire. Mais si tu veux avoir l'accès remote comme ça, je ne suis pas sûr, parce que là, on a autre condition. Avec la connexion série, il y a quelques signaux additionnels qui te permettent d'indiquer l'ordinateur si le téléphone sonne. Et il y a des logiciels qui regardent ce signal pour raccrocher ou pour faire... Et avec cet émulateur, ce n'est pas possible d'avoir ce signal parce que cette version de ESP8266 n'a pas beaucoup de sorties, entrées-sorties disponibles. Donc, on ne peut pas détecter en fait toute communication entrante. Oui, peut-être que c'est possible, mais pas avec ça, pas avec ça. D'accord. Il faut chercher une solution. Donc, merci pour votre attention. Bravo. Excellent.